Donc avant de passer au sujet entre la relation entre cette guerre oubliée et la gauche, notamment la gauche française, peut-être que tout le monde n'a pas en tête les dates, les grandes dates des événements qui sont déroulés au moment de l'indépendance du Cameroun. Donc pour ne pas vous perdre en cours de route, grosso modo, le Cameroun était une colonie allemande, puis après la Première Guerre mondiale, il a été divisé entre Britanniques pour 1/5 du territoire et Français pour les 4/5. C'était un territoire sous mandat de la SDN, qui est devenu ensuite un territoire sous tutelle de l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale, et s'est développé à partir de 1948 un mouvement nationaliste autour d'un parti qui s'appelle l'Union des populations du Cameroun, animé par son secrétaire général Ruben Oumiobe, et qui a très vite demandé l'indépendance, puis l'indépendance immédiate du Cameroun, essentiellement à l'égard de la France. Ce parti a été combattu tout d'abord d'un point de vue policier, politique par l'administration française, puis le parti a été interdit en 1955 suite à des émeutes, et une véritable guerre s'est enclenchée à partir de la fin 1956, quand le parti UPC est resté interdit, malgré les promesses qui lui avaient été faites. Et donc, à partir de fin 56, donc une guerre s'est enclenchée, qui prend une forme très, très dure au cours de l'année 1958, notamment dans la région de la Sanaga-Maritime, au cours d'une opération qu'on appelle la ZOPAC, la zone de pacification de la Sanaga-Maritime, et qui reproduit les méthodes assez fidèlement qui étaient en train d'être utilisées en Algérie et qui avaient été théorisées à partir de la guerre d'Indochine, donc la doctrine de la guerre révolutionnaire. Cette guerre se poursuit et aboutit à l'indépendance du Cameroun le 1er janvier 1960, et c'est une indépendance factice que la France octroie sous pression de l'UPC, mais octroie à un ami de la France, le président Amadou Ahidjo, qui va régner ensuite jusqu'à 1982, et qui n'était pas un nationaliste, qui n'était pas un indépendantiste, qui était juste un pion de la France, et donc c'est la naissance de la France-Afrique au Cameroun, puis en tout cas dans une très grande partie de l'Afrique francophone. Cette guerre va perdurer en déclinant jusqu'en 1971, quand la fin de l'insurrection de l'UPC va aboutir à la mort de Ernest Rwandier, qui a succédé à Ruben Oumiobe, qui a été tué en Brousse en 1958, puis à Félix Moumié, empoisonné par la France en Suisse en 1960. Et donc Ernest Rwandier va être arrêté et exécuté en 1971. Voilà, donc les grands, à grands traits, une guerre très sanglante qui a fait, selon par exemple, une estimation de l'ambassade de Grande-Bretagne, qui était plutôt alliée de la France, 80 000 morts en 5 ou 6 ans, entre 57 et 63, donc c'est une estimation plutôt à minima. Enfin, certains parlent de 200, 300 000 morts. Je pense qu'en tout cas, on est sûr qu'on parle de dizaines de milliers de victimes causées par l'intransigeance de la France face à la lutte armée, la lutte qui est devenue armée de l'UPC. Donc un épisode vraiment très sanglant, très douloureux, et puis largement occulté de la décolonisation française. Et alors, comment est-ce que la gauche s'est comportée par rapport à cela? Donc là-dessus, je rejoins tout à fait le constat très pessimiste du consensus colonialiste puis néocolonial de la gauche française sur ce sujet, avec quand même une nuance, parce que quand on entre dans le détail un peu des politiques menées, je suis d'accord avec Alain Ruscio qu'on ne peut pas dire qu'ils ont été tous pareils. Certes, il y a un consensus colonial, mais enfin, par exemple, évidemment, le Parti communiste est le plus critique par rapport à ces événements-là, avec des variantes selon le temps sur lequel on va revenir. Et puis même le centre-gauche, on va dire, autour de la SFIO, les radicaux, avait parfois des politiques qui étaient certes colonialistes, mais qui étaient moins jusqu'au boutiste ou moins immobilistes, on va dire, que les plus colonialistes. Et au cours de la 4ème République, on pense aux gaullistes qui, après, se présenteront comme les initiateurs de la décolonisation, mais qui sont les plus attachés au colonialisme à la papa, entre guillemets, type 3ème République. Pour évaluer le rôle de la gauche dans cette histoire, a priori, c'est pas évident dans la naissance de la France-Afrique, parce que si on fait démarrer la France-Afrique à 1960 avec les grandes indépendances, enfin la succession d'indépendance en Afrique subsaharienne, c'est le général de Gaulle et puis la droite qui est au pouvoir, et la gauche n'a plus tellement accès aux manettes. Et donc, si on prend ça comme point de départ, effectivement, on peut penser que la gauche, par la force des choses, a été un peu absente de cette naissance, même si après, tout le monde le sait qu'avec François Mitterrand, à partir de 81, elle va reprendre à son actif la tradition de la France-Afrique. Nous, ce qu'on a voulu montrer dans ce livre, donc qui commence en 1948, c'est que au cours de la 4ème République naît vraiment l'idée de la France-Afrique, avec la cooptation des élites dociles et le combat, même parfois très violent, contre les véritables indépendantistes.
Donc il y a des personnages qui sont emblématiques de cette continuité. François Mitterrand, dont je parlais, qui reprendra ça en 1981, en fait, il reprend cette politique d'autant plus facilement que c'est lui qui l'avait initiée à partir de 1950, quand il était ministre de la France d'Outre-mer, jeune ministre, et qu'il avait commencé justement cette politique de cooptation. Autre personnage vraiment emblématique, c'est Pierre Messmer, qui est le grand bonhomme de la guerre du Cameroun, puisqu'il était haut commissaire de la France au Cameroun, et qui était proche plutôt de la gauche à l'époque, enfin, quelqu'un d'assez opportuniste, mais il était plutôt catalogué comme quelqu'un, enfin centre-gauche, hein, je vous rassure tout de suite, et qui ensuite deviendra l'inamovible ministre des armées du général de Gaulle. Donc on voit qu'il y a une circulation des personnages entre la gauche et la droite qui forge aussi ce consensus dans une période, la 4ème République, où politiquement les gouvernements se font et se défont quasiment tous les 6 mois, et donc il y a des coalitions entre le centre-gauche et le centre-droit, avec des variantes, mais en gros, c'est souvent les mêmes personnes qui dirigent ensemble, et se crée, au-delà des partis, des petits partis, se crée un véritable consensus. Il y a une constante quand même, quand on regarde le rapport entre la gauche au sens large, les gauches on pourrait dire, et la guerre du Cameroun, c'est au-delà de la complicité qui a été active à beaucoup de moments, c'est surtout le désintérêt en fait, hein, que l'on parle des militants, que l'on parle des responsables politiques ou de la presse. Honnêtement, la décolonisation du Cameroun n'a intéressé personne, alors même que, quand on compare avec la passion qu'il y a eu pour la guerre d'Algérie, passion tout à fait légitime, c'est quand même des conflits qui se ressemblent beaucoup. Le Cameroun est plus petit, moins important géostratégiquement que l'Algérie, mais enfin quand même, c'est un conflit qui a fait énormément de morts également, donc on peut être assez surpris. Et puis, pour ne pas être tout à fait pessimiste sur l'attitude de la gauche, il faudrait rendre justice, pour commencer dans la périodisation, à des militants communistes et cégétistes qui ont été vraiment moteurs dans la naissance du nationalisme camerounais. Je pense à quelqu'un qui s'appelait Gaston Donat, qui était un syndicaliste enseignant qui vivait en Algérie, puis qui à partir de 1944 est arrivé au Cameroun, et qui était vraiment celui qui a mis ensemble, un peu par hasard parfois, les premiers syndicalistes camerounais, puisque le syndicalisme va être autorisé juste après la Deuxième Guerre mondiale, et il va aider ces syndicalistes à créer l'UPC en 1948. Donc Gaston Donat a pris des risques importants, et il s'est appuyé sur un petit réseau de syndicalistes et de militants communistes ou cégétistes français du Cameroun, et ça va être un des moteurs de cette alliance entre les indépendantistes camerounais et les cégétistes français au Cameroun, qui va aussi aboutir au fait que l'UPC, pendant de nombreuses années, alors qu'elle est en proie à une opposition très forte de la part de la France, garde une amitié à l'égard du peuple français, à l'égard de certaines traditions intellectuelles et politiques françaises, et ne va jamais porter la main jusqu'au début de la guerre, donc pendant 7 ou 8 ans, ni même porter des paroles de contestation ou anti-françaises, entre guillemets. Et donc c'est quand même un exemple assez intéressant de cette solidarité. Il faut dire que ça reste quand même des engagements très individuels de la part de Gaston Donat et de ses camarades, puisque au même moment, certes, le Parti communiste va dénoncer la répression à Madagascar, ou va prendre des positions courageuses sur l'Indochine à partir de 1949, mais au moment où se joue, en fait, juste après-guerre, des choses très importantes sur la constitution, l'écriture de la 4e constitution, le Parti communiste va passer des compromis sur le dos des colonies, notamment la première constituante qui a été repoussée, comme vous le savez, en 1946 par un référendum. La première constituante accordait des droits, enfin, bon, c'était pas du tout la décolonisation, mais ça accordait des droits à l'autonomie, des droits de petite démocratisation, qui va être balayé par la deuxième chambre de la constituante, et le Parti communiste français va faire un deal avec le général de Gaulle et va échanger le statut de la fonction publique contre l'abandon total de toutes les avancées qui avaient pu être proposées pour une petite autonomie des colonies. Donc,